Le 9 décembre 2025, à Abidjan, l'air était plus lourd que la climatisation de la salle et ce n'était pas une impression de supporter, c'était une sensation de laboratoire, comme si tout le monde attendait la même chose sans oser se l'avouer. Une liste, ce n'est jamais qu'une feuille, mais parfois c'est un mur. Et quand ce mur apparaît, il te dit de quel côté le sélectionneur a décidé de pousser le monde. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre, s'avance vers une CAN au Maroc avec une couronne qui brille encore, mais une respiration déjà irrégulière. Et cette irrégularité ne vient pas d'un manque de talent, elle vient d'un bruit de fond, un bourdonnement qui s'installe quand un groupe ne sait plus exactement ce qu'on attend de lui. La question centrale, la vraie, celle qui inquiète, n'est pas qui mérite d'être là, comme on le répète en boucle. La question centrale, c'est: est-ce que cette liste construit un couloir clair vers la victoire ou est-ce qu'elle rétrécit l'équipe dans un piège mental et tactique où chaque décision ressemble à une justification avant même d'être un choix? La thèse est simple et elle dérange. Ce qui explose autour de la non-convocation de Nicolas Pepe n'est pas un accident isolé, c'est la surface d'un système sous pression, un staff qui semble vouloir contrôler l'atmosphère avant de contrôler le terrain. Et quand tu cherches d'abord à verrouiller l'air, tu finis souvent par suffoquer sur la pelouse. On a vu des sélections africaines se perdre pour moins que ça, non pas parce qu'elles étaient faibles, mais parce qu'elles entraient en compétition avec des lignes floues, des axes incertains, des statuts mal définis et une porte laissée ouverte au chaos émotionnel. Ce chaos, justement, a pris un visage, celui de Pepe, et il faut traiter ce sujet proprement, avec une précision chirurgicale, parce que la perception populaire adore les raccourcis. Il a parlé, il a été puni, il a provoqué, il récolte, il a manqué de respect, et dans ces phrases-là, il y a une facilité dangereuse, une facilité qui confond le football avec un tribunal permanent. Ce qui s'est passé ces derniers jours n'est pas une anecdote, c'est un signal d'époque. Une séquence de communication devient un match devient un procès devient un outil de sélection, et au milieu, le ballon disparaît comme avalé par un silence épais. Dans une vidéo largement commentée, Nicolas Pepe a chambré, il a taquiné, il a parlé comme parlent beaucoup de joueurs entre eux, avec cette ironie de vestiaire qui sert souvent à relâcher la pression. Et une phrase sur le palmarès du pays hôte a suffi à déclencher une tempête qui n'avait plus rien de sportif. La rivalité légère fait partie de l'ADN du jeu, elle donne du relief, elle crée une tension saine, elle pose une promesse de réponse sur le terrain, mais ici la réponse est sortie du terrain, elle est entrée dans l'espace sale des insultes, du déversement, du harcèlement et même de propos racistes dénoncés publiquement, jusqu'à pousser la fédération ivoirienne à exprimer son soutien et à condamner ce qui se passait. À cet instant précis, l'affaire Pepe cesse d'être une querelle de réseaux sociaux, elle devient un test. Comment une sélection gère-t-elle l'orage quand l'orage ne vient pas de l'adversaire, mais de l'extérieur, de l'écran, de la timeline, de cette foule sans visage qui appuie sur la nuque du groupe? Beaucoup ont voulu s'arrêter là, au drame moral, au scandale émotionnel, et c'est normal d'y être sensible. Mais si on veut comprendre la Côte d'Ivoire, il faut aller plus loin, il faut regarder le mécanisme, comment une polémique devient un levier de gouvernance. Car ce qui rend l'histoire vraiment lourde, c'est que, publiquement, l'idée a circulé que l'absence de Pepe ne relevait pas uniquement du terrain, qu'elle s'inscrivait aussi dans une logique d'éléments à considérer hors du terrain. Et là, on touche au cœur du sujet. Quand le sélectionneur dit, en substance, que sportivement le joueur aurait sa place, mais que la sélection se décide aussi sur d'autres paramètres, il ouvre une porte que le public adore pousser, parce que derrière il y a des fantasmes, des alliances, des sanctions, des messages, et surtout une peur collective, celle d'une sélection qui ne fonctionne plus sur une hiérarchie sportive lisible. Et c'est précisément pour ça que la non-convocation de Pepe fait autant de bruit, parce qu'elle n'est pas juste perçue comme une décision technique, elle est perçue comme un acte politique, un acte de contrôle, un rappel à l'ordre. Et le football, quand il devient un rappel à l'ordre, change de texture. Il devient dur, il devient un étau. Maintenant, mettons le bruit en sourdine et revenons au terrain, parce que le terrain ne pardonne jamais longtemps. La Côte d'Ivoire a annoncé un groupe élargi avec des surprises. Et la plus symbolique, c'est le retour de Wilfried Zaha après une longue absence. Là encore, la perception populaire se jette sur une idée simple. On rappelle un nom, on cherche un coup, on ramène une star, et puis on s'arrête. Alors qu'en réalité, le retour de Zaha, combiné à l'absence de Pepe et d'autres profils offensifs, raconte une intention tactique ou une tentative d'intention, ce qui n'est pas la même chose. Un sélectionneur ne rappelle pas un joueur comme Zaha par nostalgie pure, il le rappelle parce qu'il voit un rôle, un couloir, une fonction précise, provoquer dans le 1 contre 1, fixer un latéral, attirer une couverture, forcer un deuxième défenseur à sortir, créer une brèche dans la ligne et surtout donner à l'équipe une menace constante qui empêche l'adversaire de monter trop haut.
Dans une CAN, cette menace est de l'or, parce que beaucoup de matchs se jouent sur une seule phase, une seule accélération, une seule fissure dans un bloc. Mais la question n'est pas « Zaha est-il talentueux ?» La question c'est « Zaha est-il la pièce qui stabilise l'axe ou la pièce qui oblige tout le reste à se réorganiser dans l'urgence ?» Parce que si tu changes la pièce de déséquilibre, tu changes aussi la manière dont ton équipe respire. Pepe et Zaha ne déséquilibrent pas de la même façon. Pepe, dans ses meilleures séquences, est un joueur de diagonale, un gaucher côté droit, qui aime rentrer dans le demi-espace, armer tôt, attaquer la zone entre latéral et central, et il aime aussi recevoir dans le couloir pour ensuite plier l'action vers l'intérieur. C'est un joueur qui a besoin d'un axe clair devant lui, d'un point d'appui, d'un numéro 9 qui fixe et d'un milieu qui vient fermer derrière pour sécuriser la perte. Zaha, lui, est plus viscéral dans son duel, plus direct dans la confrontation. Il aime sentir le défenseur, l'emmener vers la ligne, le ramener, l'endormir, puis le percer. Et cette manière de jouer modifie les distances de l'équipe parce que le soutien doit être plus proche, le latéral doit choisir quand il dédouble et quand il reste. Le milieu doit se positionner pour ramasser les seconds ballons. Et dans une compétition courte, ces distances ne se règlent pas par magie, elles se règlent par répétition. Voilà pourquoi la liste, au-delà des noms, pose une question d'automatisme. Est-ce que la Côte d'Ivoire arrive avec des connexions prêtes ou avec des connexions espérées? Le public, souvent, croit que les automatismes se créent parce que les joueurs se connaissent, parce qu'ils ont déjà joué ensemble, parce qu'ils partagent un drapeau, mais la réalité tactique est plus cruelle. Un automatisme, c'est une mémoire de trajectoire, une mémoire de timing, une mémoire de pressing déclenchée au même instant. Et sans cette mémoire, tu as du talent, oui, mais tu as aussi des trous d'air. Et dans une CAN, le trou d'air est un piège, parce que l'adversaire n'a pas besoin d'être supérieur. Il a juste besoin d'être prêt au moment où tu respires mal. C'est ici que l'absence de Pepe devient tactiquement explosive. Même si tu considères que son rendement en sélection a été irrégulier, même si tu estimes qu'il peut être frustrant, son profil répond à un besoin structurel. La Côte d'Ivoire, dans beaucoup de matchs, a besoin d'une menace qui oblige l'adversaire à garder un défenseur en plus dans l'axe ou à rester plus bas. Et cette menace, ce n'est pas seulement un but, c'est une posture. Quand Pepe est sur le terrain, même discret, l'adversaire sait qu'une récupération au milieu peut se transformer en transition en 2 passes et cette peur change la hauteur de la ligne adverse. Le football moderne est rempli de joueurs qui influencent un match sans toucher 10 ballons, simplement parce qu'ils modifient l'espace, ils déplacent le mur. Si tu retires ce type de menace, tu demandes à ton équipe de construire davantage, de s'installer davantage, de pousser davantage, donc tu exposes davantage ta défense aux transitions. Et c'est là que l'équilibre devient un axe vital. Parce que la Côte d'Ivoire, comme beaucoup de grandes sélections africaines, vit entre 2 pulsations. La pulsation du contrôle et la pulsation de l'exploit. Quand elle contrôle, elle a besoin de précision et de patience. Quand elle explose, elle a besoin de couloirs ouverts et de vitesse. Une liste cohérente doit te permettre de passer de l'un à l'autre sans te déchirer. Or, la sensation qui remonte et qui alimente la colère populaire, c'est que cette liste ressemble à une addition de solutions individuelles plutôt qu'à une architecture. Le retour de certains cadres, dont un milieu expérimenté comme Jean-Michel Seri, renforce ce sentiment de bascule vers une logique de sécurité psychologique. On rappelle des repères, on ramène des voix, on s'appuie sur des habitudes. Sur le papier, c'est rassurant. Dans la réalité, ça peut aussi signifier que le staff doute de sa capacité à faire tenir le groupe avec des profils plus jeunes, plus explosifs, plus imprévisibles. Et le football, quand il est gouverné par la peur de l'imprévisible, perd souvent l'imprévisible qui fait gagner. Déconstruisons une idée reçue. L'expérience ne gagne pas une CAN. L'expérience, seule, est une lumière, pas un moteur. Le moteur, c'est l'intensité. C'est la capacité à répéter les efforts, à fermer les intervalles, à presser en meute, à ressortir sous pression sans paniquer. Un joueur expérimenté sans rythme devient un souvenir. Et le souvenir sur le terrain est une seconde de retard. Et une seconde de retard, c'est un duel perdu. C'est une couverture qui n'arrive pas, c'est un ballon qui passe dans le dos, c'est un silence dans le stade au moment où tu comprends que ton équipe s'est ouverte en 2. La Côte d'Ivoire ne peut pas se permettre d'être une équipe coupée en 2 parce que son groupe est un groupe d'impact, un groupe où les matchs se décideront contre des adversaires capables de punir la moindre désorganisation. On parle d'un groupe relevé avec des confrontations où la densité physique, l'agressivité, la gestion des transitions seront centrales. Et c'est pour ça que, paradoxalement, la controverse sur Pepe n'est pas seulement un débat d'opinion, c'est un débat de modèle.
Quel football la Côte d'Ivoire veut-elle jouer au Maroc? Si la réponse est un football de contrôle, de possession structurée, de patience, alors tu dois sélectionner des profils capables de se rendre disponibles entre les lignes, des profils capables d'accélérer la circulation, de jouer dans les petits espaces, de protéger le ballon dos au jeu, et surtout, tu dois avoir des latéraux capables de donner la largeur sans te condamner derrière. Si la réponse est un football de transition, de récupération haute, de verticalité, alors tu dois sélectionner des profils capables de presser, de courir, de déclencher et d'attaquer l'espace immédiatement. Le pire scénario, c'est l'entre-deux, et c'est exactement l'entre-deux que cette liste semble suggérer. On veut l'intensité moderne, mais on s'accroche à des repères anciens. On veut la discipline, mais on crée une polémique publique qui fragilise l'autorité. On veut un vestiaire soudé, mais on laisse s'installer l'idée qu'un joueur peut être écarté pour des raisons qui dépassent le rectangle vert. Et ce mélange-là fabrique un brouillard. Dans le brouillard, les joueurs ne trichent pas volontairement, mais ils hésitent. Et l'hésitation est l'ennemi numéro 1. Elle te fait presser une demi-seconde trop tard. Elle te fait couvrir le mauvais couloir. Elle te fait sortir sur l'homme alors qu'il fallait protéger l'axe. Elle te fait jouer la passe de sécurité alors qu'il fallait casser une ligne. Dans une canne, l'hésitation devient une suffocation lente. Regardons maintenant la dimension mentale, parce que c'est ici que le dossier Pépé est le plus révélateur. Une sélection n'est pas un club. En club, tu as une routine, un quotidien, tu travailles la relation, tu absorbes les crises sur plusieurs semaines. En sélection, tu arrives, tu as quelques entraînements, puis tu entres dans l'arène. Si, avant même d'entrer, tu as un incendie médiatique, tu as déjà consommé une partie de ton énergie émotionnelle. Les leaders doivent éteindre des feux au lieu d'allumer des dynamiques. Le staff doit répondre au bruit au lieu de poser un cadre. Et surtout, le groupe comprend une chose, même s'il ne la dit pas, les frontières entre le terrain et l'extérieur ne sont plus étanches. Cette compréhension change la psychologie collective. Certains joueurs deviennent prudents, ils parlent moins, ils sourient moins, ils se protègent. D'autres deviennent nerveux, ils veulent prouver, ils forcent. Et dans les deux cas, tu perds de la liberté. Or, la Côte d'Ivoire championne, celle qui a renversé des scénarios, celle qui a survécu dans l'adversité, avait une arme mentale rare, une forme de lâcher-prise dans le chaos, une capacité à se dire « on va y aller quand même quand tout semblait fermé ». Mais cette arme mentale ne s'active pas dans un climat de suspicion. Elle s'active dans un climat de confiance, même fragile, même irrationnel, mais confiance quand même. Et la confiance se nourrit d'une hiérarchie lisible. C'est là que les listes deviennent dangereuses. Elles ne choisissent pas seulement des joueurs, elles choisissent une narration interne qui est protégée, qui est exposée, qui est indispensable, qui est remplaçable, qui est tolérée. Et si un joueur peut être écarté alors que, sportivement, il semble dans le cadre, le groupe se pose une question que personne n'aime entendre. Qu'est-ce qui me protège, moi? Quand cette question arrive, le vestiaire devient un couloir étroit. Tout le monde marche en regardant les murs. On ne joue plus avec le même souffle. Maintenant, imaginons le terrain, concrètement, sans fantasme. Dès les premières minutes du premier match, il y aura des signaux qui ne trompent pas. Le premier, c'est la hauteur du bloc. Est-ce que la Côte d'Ivoire ose défendre haut avec une ligne compacte ou est-ce qu'elle recule, laissant un espace énorme entre attaque et milieu? Le public confond souvent recul et prudence. La réalité tactique, c'est que reculer sans structure, c'est offrir l'axe. C'est donner à l'adversaire un couloir central pour progresser. Une équipe qui recule doit au moins verrouiller l'axe avec une densité impeccable. Sinon, elle recule vers sa propre cage comme vers une porte fermée. Le deuxième signal, c'est la qualité de la première relance. Est-ce que les centraux ont des solutions simples, des angles, des triangles, ou est-ce qu'ils cherchent long trop vite? Quand tu cherches long trop vite, ce n'est pas toujours un choix. Parfois, c'est un aveu. On n'est pas prêt à construire. Et si tu n'es pas prêt à construire, tu vas vivre sur des secondes balles, des duels, des éclairs. Ça peut suffire pour gagner un match. Ça ne suffit pas toujours pour gagner une CAN. Le troisième signal, c'est la gestion des pertes de balles dans les 30 mètres adverses. Une équipe mature perd le ballon et réagit comme un bloc. Soit elle contre-presse immédiatement, soit elle fait faute intelligemment, soit elle recule ensemble en fermant les couloirs. Une équipe fragile perd le ballon et se regarde. Et ce regard dure une seconde. C'est la seconde où l'adversaire sort du piège. C'est la seconde où ton milieu est aspiré. C'est la seconde où ta défense se retrouve en course arrière. Le football moderne est impitoyable avec les équipes qui regardent. Or, les listes incohérentes créent souvent des équipes qui regardent parce que les automatismes de réaction sont les derniers à se construire. Parlons de l'animation offensive, parce que c'est là que le retour de Zaha peut être une bénédiction ou une distraction. Si Zaha est utilisé comme une arme de fixation, avec un latéral qui choisit bien ses montées et un milieu qui vient occuper le demi-espace pour proposer une solution intérieure,
Alors tu crées un triangle mortel, Zaha fixe, le milieu se rend disponible, le latéral propose la largeur et l'adversaire doit choisir. S'il double sur Zaha, tu as une passe dans le demi-espace. S'il ferme l'intérieur, tu as le couloir. S'il reste en 1 contre 1, tu as le duel. C'est une structure simple, mais elle exige une discipline parfaite. Si, au contraire, Zaha est isolé, si on lui donne le ballon en espérant qu'il fasse tout, tu retombes dans le piège des sélections qui confondent talent et plan. Et dans ce cas, tu exposes ton équipe, parce que chaque ballon perdu par un dribble forcé devient une transition pour l'adversaire. Voilà le point que la perception populaire refuse souvent. Un dribble manqué n'est pas une faute esthétique, c'est un événement tactique. Il déplace ton équipe. Il ouvre ou ferme des espaces. Il décide si ton bloc peut respirer ou s'il va courir après son ombre. De l'autre côté, l'absence de PP retire aussi une option de tir et de passe rapide dans la zone du dernier geste, cette zone où tu as besoin de joueurs capables de conclure avant que le mur adverse ne se referme. Dans une CAN, beaucoup de défenses ferment vite. Elles ne sont pas toujours élégantes, mais elles ferment. Elles te laissent la possession au large et elles protègent l'axe. Dans ce contexte, les joueurs capables de rentrer à l'intérieur et de frapper tôt ou de trouver une passe diagonale derrière le latéral deviennent précieux. Si tu les retires, tu demandes à ton équipe de construire plus longtemps. Donc tu augmentes la probabilité d'une perte. Donc tu augmentes la probabilité d'une transition contre toi. Tout ramène au même mot, équilibre. Et l'équilibre ne se décrète pas en conférence, il se fabrique dans le choix des profils. Un autre point que peu de gens veulent entendre, une liste est aussi un miroir de la relation entre le staff et le vestiaire. Quand un sélectionneur dit qu'il faut considérer des éléments en dehors du terrain, il dit aussi qu'il veut un vestiaire contrôlable. Et parfois, c'est légitime. Parce que la CAN est une compétition où les pressions sociales, les clans, les influences extérieures peuvent exploser. Mais il y a une ligne fine entre contrôler un vestiaire et l'assécher. Un vestiaire trop contrôlé devient un vestiaire silencieux. Et le silence, dans un tournoi, peut être dangereux. Parce que les problèmes ne sortent pas, ils s'accumulent. Ils s'empilent comme des couches d'air lourd. Le jour où tu concèdes un but, le jour où tu as un arbitrage difficile, le jour où tu rates une occasion, ces couches se mettent à peser d'un coup. Les grandes équipes ne sont pas celles qui n'ont pas de tension, ce sont celles qui savent canaliser la tension, la transformer en concentration, pas en suspicion. Alors, que peut faire la Côte d'Ivoire malgré tout ? Parce que oui, malgré le chaos perçu, malgré les débats, malgré les noms qui choquent, cette sélection reste armée. Elle a des joueurs capables de retourner un match en une action. Elle a une densité de talent que beaucoup d'adversaires envient. Et surtout, elle a un statut, championne en titre. Ce statut peut écraser, mais il peut aussi protéger. Les adversaires la respectent, ils la craignent. Et parfois, cette peur ouvre des espaces. Les scénarios de réussite existent et ils ne sont pas mystiques. Premier scénario, le staff simplifie. Il ne cherche pas à faire une équipe parfaite, il cherche à faire une équipe claire, 2 ou 3 principes maximum, un pressing identifiable, une animation offensive avec des repères fixes, un plan de transition propre, une gestion des temps faibles assumée. Dans ce scénario, même avec des choix discutés, tu peux aller loin parce que la CAN récompense les équipes claires. Deuxième scénario, les leaders prennent le pouvoir sur le terrain, pas dans les interviews, sur le terrain. On reconnaît une équipe qui a des leaders quand, après une perte de balle, quelqu'un recadre, quand, après une séquence confuse, quelqu'un impose un tempo, quand, dans un moment de panique, quelqu'un demande le ballon au cœur de l'axe, là où ça fait mal. Si la Côte d'Ivoire trouve ces gestes-là tôt dans le tournoi, elle peut transformer le bruit en énergie. Troisième scénario, le groupe se soude contre l'extérieur. C'est un classique, mais ce n'est pas automatique. Pour que ça marche, il faut que l'extérieur soit perçu comme injuste et que l'intérieur soit perçu comme juste. Or, l'affaire Pépé complique ça, parce qu'une partie de l'opinion pense que l'injustice est interne, dans la sélection elle-même. Tant que cette perception existe, l'équipe ne peut pas se souder facilement contre l'extérieur, parce qu'elle a déjà un doute interne. Voilà pourquoi le premier match sera plus qu'un match. Ce sera un test de respiration collective. Mais il y a aussi un scénario noir, et il faut le regarder sans peur, parce que l'analyse sert à prévoir, pas à rassurer. Scénario noir, la Côte d'Ivoire commence en demi-teinte, gagne peut-être ou fait un nul, mais sans structure, et le résultat masque la fragilité. Le public se calme un instant, puis le deuxième match apporte une vraie adversité. Le bloc se désorganise, les transitions adverses font mal, et soudain, chaque débat revient, multiplié. Chaque absence devient un fantôme. Chaque retour devient un procès. Le staff se retrouve à justifier au lieu d'ajuster. Et là, le tournoi devient un couloir de suffocation. Dans ce scénario, même une équipe talentueuse peut sortir tôt parce que la CAN est une compétition où les marges sont petites et où l'énergie mentale compte autant que les jambes.
L'opposition la plus importante à déconstruire, c'est celle-ci. La perception populaire croit que la controverse est une histoire d'ego et de réseau. La réalité tactique dit que c'est une histoire de repères et de contrôle. Quand tu construis une liste, tu choisis tes repères offensifs, tu choisis tes profils de pressing, tu choisis tes circuits préférentiels, tu choisis aussi tes filets de sécurité quand tu souffres. Pépé, qu'on l'aime ou pas, est un filet de sécurité dans un type de scénario, celui où tu es dominé et tu dois menacer en transition. Zaha, lui, peut être un filet de sécurité dans un autre scénario, celui où tu as besoin d'un duel pour casser un bloc et obtenir une faute, un coup franc, un carton, une peur. Seri peut être un filet de sécurité dans une phase où tu veux calmer le jeu, mais à condition que l'équipe autour soit capable de courir pour lui, de fermer les espaces, de l'empêcher d'être exposé. On voit déjà la complexité. Ces filets de sécurité ne sont pas interchangeables. Ils demandent des partenaires adaptés. Une liste cohérente, c'est une liste où chaque filet a son contexte. Une liste incohérente, c'est une liste où tu espères que le filet marche partout. Et c'est pour ça que la Côte d'Ivoire donne l'impression d'un bricolage émotionnel. On a mis plusieurs filets, mais on n'a pas dit dans quel piège on allait tomber. Parlons d'un détail que les gens négligent. Les matchs se jouent aussi dans les couloirs invisibles, ces couloirs de communication interne. Quand un joueur est écarté dans un climat de polémique, même si ce n'est pas la raison principale, le symbole existe. Et le symbole vit sa propre vie. Les adversaires le savent. Ils vont tester, ils vont provoquer, ils vont chercher des réactions, ils vont mettre des coups, des mots, des gestes. Si la Côte d'Ivoire répond avec nervosité, elle perd. Si elle répond avec froideur, elle gagne un avantage. Voilà pourquoi la gestion des émotions sera aussi tactique que la gestion des transitions. Une équipe nerveuse fait des fautes inutiles, une équipe nerveuse prend des cartons, une équipe nerveuse se coupe, une équipe froide laisse l'adversaire se fatiguer dans le mur, et ce mur, c'est la structure. Dans la CAN gagnée à domicile, la Côte d'Ivoire avait un récit de survie, mais ce récit était soutenu par une réalité. À partir d'un certain moment, elle a trouvé une discipline, une solidarité, une capacité à souffrir ensemble. Aujourd'hui, elle arrive avec un récit différent, celui du favori. Et le favori ne peut pas vivre seulement sur la souffrance, il doit aussi imposer. Imposer, ça veut dire quoi? Ça veut dire monter un bloc, presser à des moments précis, contrôler les rebonds, gagner les duels et surtout éviter la chose la plus dangereuse en Afrique. Le match qui s'ouvre sans que tu le veuilles. Le match qui s'ouvre est le match de l'aléatoire. Il favorise l'équipe qui accepte le chaos. Or, paradoxalement, la Côte d'Ivoire est capable d'accepter le chaos. Mais si elle accepte trop, elle renonce à son statut de favori. Et si elle renonce à ce statut, elle donne à l'adversaire une permission psychologique. Il doute. Une CAN est aussi une guerre de permission. Les équipes qui gagnent sont celles qui refusent de donner la permission aux autres d'y croire. Tu refuses en contrôlant l'axe, tu refuses en verrouillant les transitions, tu refuses en imposant un rythme. Et tout ça revient au même point, la cohérence. Beaucoup vont dire « on verra sur le terrain ». Oui. Mais justement, l'analyse sert à savoir quoi regarder sur le terrain. Regarde les distances entre les lignes, c'est la première vérité. Regarde si le milieu est en capacité de couvrir latéralement, de fermer le couloir intérieur et de se projeter quand l'équipe attaque. Si le milieu reste bas par peur, l'attaque sera isolée. Si le milieu se projette sans couverture, la défense sera exposée. Regarde la relation entre les ailiers et les latéraux. Est-ce qu'ils se comprennent? Est-ce qu'ils alternent? Est-ce qu'ils se protègent? Regarde le nombre de joueurs dans la surface quand le ballon arrive sur un côté. Une équipe cohérente attaque la surface à 3 ou 4 avec des courses complémentaires. Une équipe incohérente attaque à 1, puis se plaint du centre raté. Regarde aussi un indice mental. Après une occasion manquée, est-ce que l'équipe se serre ou est-ce qu'elle se disperse? Quand ça se disperse, c'est le signe d'un vestiaire qui cherche encore sa langue commune. Et maintenant, revenons à Pépé une dernière fois, pas pour répéter, mais pour comprendre l'angle le plus important. La violence de la réaction dit quelque chose de la fragilité de notre manière de consommer le football. Une provocation légère devient une attaque existentielle. Un joueur devient un symbole. Le débat devient sale. Et la sélection, au lieu de servir de sanctuaire sportif, devient une scène où tout se mélange. Si la Côte d'Ivoire veut gagner, elle doit remettre chaque chose à sa place. Le respect humain, oui, la condamnation ferme des insultes, oui, la protection des joueurs, oui, mais aussi le rappel que la seule réponse durable est sportive. La meilleure réponse à un chambrage, c'est un match. La meilleure réponse à une polémique, c'est une performance collective. La meilleure réponse à un doute, c'est une structure. Et c'est ici que la conclusion doit rester ouverte, parce que la CAN ne respecte pas nos certitudes. Cette liste peut échouer et devenir un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Cette liste peut aussi réussir et devenir un exemple de courage décisionnel. La frontière entre les deux est fine et elle se trouve dans les détails. Un bloc qui monte ensemble, un axe qui reste fermé, un couloir qui se crée au bon moment, une équipe qui respire au lieu de suffoquer.
La Côte d'Ivoire entre dans la compétition avec une couronne et une fissure. La question n'est pas de savoir si elle a assez de talent. La question, c'est de savoir si, au moment où la pression va serrer, au moment où l'adversaire va pousser, au moment où le stade va faire du bruit, elle saura se déplacer comme un seul mur, ou si elle se laissera attirer dans un piège intérieur où chacun protège sa zone au lieu de protéger l'axe. Et si tu veux vraiment comprendre ce tournoi, oublie un instant les débats de surface, observe les premières transitions, observe les premières pertes, observe les premières réactions, parce que c'est là, dans ces secondes-là, que tu verras si la Côte d'Ivoire a transformé le chaos en concentration ou si elle a laissé le chaos entrer dans son vestiaire comme un silence qui ne pardonne pas.